Est-ce que vous m'entendez si je parle comme ça? Oui. Alors bonsoir encore une fois. Alors je suis Kevin Cadivel, je suis diplômé en psychologie, j'étudie les neurosciences et j'ai travaillé avec Sana et Guise dans le recrutement des UX et UI designers. Et je suis accro au digital. Moi je m'appelle Sana Masmoudi, je suis UX designer chez Guise depuis maintenant bientôt 2 ans. Et j'ai en effet collaboré avec Kevin sur le recrutement des fonctionnaires. En fait, il faut un bruit assez strident. Parle. Ah, ça marche. Essaye. Vous m'entendez? Attends, je vais encore régler, continue à parler, je vais encore. Raconte l'histoire. Raconte l'histoire. Castor. Ça marche, toi? Non? Si. Ah si. Ah si, c'est bon, ça marche. Comment ça fonctionne? Donc du coup, on est réunis ce soir pour vous parler un peu de toutes nos addictions au digital. Mais avant ça... Attends, je peux me passer la petite... Ah oui, il est un peu handicapé aujourd'hui. Avant ça, on va vous présenter Guise Digital. Je ne sais pas si vous connaissez Guise Digital. Non. Guise Digital est une agence du groupe Maltem, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui, qui est une agence de digital et de stratégie digitale. On y fait du design, de l'UX, de l'UI, du conseil, de la formation. On fait aussi de l'identité, on fait des vidéos, pas mal de choses. Donc du coup, si vous êtes en recherche d'emploi en tant que UX designer ou UX, en recherche, n'hésitez pas à vous diriger auprès de Julien et Aurélie, qui sont aujourd'hui avec nous. Je vous laisse prendre une photo. Un petit quiz. Alors, pour vous expliquer un tout petit peu comment va fonctionner le meet-up, donc on voulait vraiment partager avec vous les discussions qu'on a pu avoir avec Sana. Donc, ce qu'il faut savoir qu'en fait, on s'est rencontrés, je l'ai recruté du coup, et en fait, on a découvert une passion commune en fait pour nos métiers et puis le rapprochement qu'on pouvait avoir entre la psychologie et l'UX. Donc on avait énormément de discussions, elle et moi, sur l'UX, sur la psychologie, sur ce que moi j'étudiais, sur ce qu'elle faisait. Et on voulait partager avec vous, au cours de ce meet-up, en fait, nos discussions. Donc vous êtes libre de participer, vous êtes libre d'intervenir et de partager avec nous, en fait, ce que vous avez à dire ou à penser du sujet. Donc pour être encore un peu plus interactif, en fait, on a voulu préparer quelques petits quiz que vous pouvez utiliser. Vous avez tous un smartphone? Ouais. Vous pouvez tous du coup flasher une sorte de QR code. Vous sortez vos smartphones. Alors ouais. Tu peux mettre le QR code peut-être. Il faut du coup choper le QR code et rentrer le code. Et vous avez une première question. Répondez seulement à la première question. Au fur et à mesure, en fait, on vous dira quand est-ce qu'il faudra répondre à la deuxième, ensuite la suivante. Ce sera selon le sujet, évidemment. La première, c'est est-ce que ça fonctionne? Prenez votre temps. Allez-y. Prenez votre temps. Non, normalement, tu dois ouvrir ton appareil photo. Et en prenant en photo, ça va te mettre une petite notification. Comment? Il n'y a pas de question pour l'instant. Il n'y a pas de question pour l'instant. Ah, la question n'affiche Il pas. n'y a aucune question de poser. Aucune question posée. Toi, ça s'affichait, Juliette, non? Ça marchait, mais oui, il n'y a pas de question. Tu veux bien regarder du coup sur... Ça marche sur Android. Voilà. Normalement. Maintenant, il y a. Ah, maintenant, il y a. Fallait peut-être activer ton... Ah non, c'est vélo là. c'est pas que C'est exactement, faut interagir parce que... Ah, il y a un vélo. donc il faut taper. C'est pas. Non, il y a en fait la première question, c'est est-ce que ça fonctionne? Ça, c'est pour les participants. Et allez, hop. Voilà, toutes les personnes qui sont inscrites. Ouais. Je me permets un Oui, vas-y. Bon, on va voir. Parce que je pense que vous n'êtes pas vu sur leur chaîne. Mais vous êtes bien sur le truc, hein. C'est pas juste que les questions s'affichent du coup. Quelqu'un, il doit faire la. Ouais,
Oh, ça va. On a bien fait de poser la première question, est-ce que ça fonctionne en fait, hein, parce qu'au moins là on a la réponse. Test en live, voilà. Il faut qu'on quitte le Q&A pour passer sur le pulse. Ouais. Genre deux mots, j'ai rien compris là. Alors en français dans le texte. Ouais, voilà. Quitter le chat, peut-être pour passer sur le Ok, pulse. d'accord, exactement, peut-être. Voilà, Oui. bah si, en anglais. Et après, il y a Hugo, Il n'y a rien non plus. Ça marche pas. je fais une 8, c'est tout nombre de personnes. Il y a un bouton là. Bon, j'ai pas Normalement, il est en ligne. Au pire, on va en traçant, t'inquiète. C'est pas grave. On posera une question en direct. C'est dommage. Ouais, mais c'est pas les explications, c'est les gens qui ont les commentaires. Ah, vous pouvez regarder maintenant. Ah oui, c'est Voilà. la question. Ouais. En fait, il faut que quelqu'un vienne ici et fasse... Tu vas regarder. Si ça fonctionne pas, il peut pas répondre. le QR code attend sa limite de scan. Limite de fait, ça. Je pense qu'il faut juste aller sur displayido.com. Exactement. Ouais, c'était la deuxième. On peut essayer pour voir. Ça fonctionne. Il y a 16 personnes pour être bleu. Ça fonctionne. Est-ce que tout le monde a réussi à se connecter? Nope. Non. C'est ça, c'est le play, ouais. Ok. Ouais. Tu l'as dit, j'envoie question. Du coup, on peut pas faire, on peut pas lire en même temps et que ça soit sur le Je sais pas comment on fait. Bah, quand on aura les questions, on résoudra. T'inquiète. Ok, bah, parfait. Génial. Vas-y. Donc, alors, le sujet du meet-up, on arrive enfin. Alors, on a appelé ça Réunion des accros du digital anonyme. Pourquoi? Parce que, comme je vous disais, en fait, on discute beaucoup avec Sana et je l'ai appelé il n'y a pas longtemps pour lui dire qu'effectivement, je ne comprenais pas trop parce que j'avais une journée très difficile, j'avais plein de choses à faire, mais je n'ai rien fait de la journée. J'ai passé mon temps sur Instagram, j'ai passé mon temps sur Facebook, j'ai regardé sur LinkedIn ce qu'il y avait, alors que j'étais censé passer 1 minute et finalement tu as toujours un article de Welcome to the Jungle qui te dit « Ah tiens, c'est intéressant », donc du coup tu vas regarder un petit peu ce qui se passe. Donc ouais, je l'ai appelé pour me plaindre un tout petit peu et dire que en fait je procrastinais, je ne faisais rien. Et du coup, qu'est-ce que tu m'as répondu? Je lui ai répondu qu'il était addictif aux nouvelles technologies, précisément aux applications. C'était tout à fait normal parce que les designers étaient passés par là et avaient du coup fait en sorte que toutes les applications qu'on utilisait au quotidien étaient addictives et qu'on ne pouvait pas du coup sortir et avoir une autre attention. Ouais, il y a un truc quiz. Attends, on fait? Ouais. Alors, Tu passes la souris de l'autre côté. C'est sur le même QR code du coup. Donc tu peux passer. Ah, là, il est parti. Tu peux lui faire de la diapositive. Ah, tu peux pas. Tu passes ta souris par là, regarde. Tourne ta souris, elle arrive là, tu fais lire. Du coup, je vous remets le QR code. C'est bon, ça se met direct. Ça se met direct. Ouais, sur votre téléphone, vous l'avez? ouais, c'est bon. Top. Quelle est la différence entre ces trois personnes? Le point commun, pardon. Oui, le point commun entre ces trois personnes. Vous savez tout ce qu'il c'est, hein? Steve Jobs. Zuckerberg. Quel est le point commun? En fait, c'est un Bah, les trois. Quelqu'un veut bien se lancer et puis. Vous avez la réponse? Ouais. La 2?
dit des nouvelles technologies, il y a quand même des Bah, les trois réponses sont bonnes en fait. Trois est vrai aussi. Hein. Voilà, c'est ça, c'est un tout sont vraies. Exactement. En fait, ces trois personnes-là, qui est Zuckerberg, Jobs et Gates, ils ont tous les trois interdit les nouvelles technologies à leurs enfants. Précisément, Steve Jobs a interdit le téléphone portable à sa fille jusqu'à l'âge de 18 ans. Et Zuckerberg a mis sa fille dans une école où il n'y avait ni Internet, ni téléphone, ni ordinateur. Ok, Donc ces personnes-là ont pratiquement créé Internet et créé les nouvelles technologies et ont du coup participé, interdit à leurs propres enfants d'utiliser les produits qu'ils étaient en train de créer. C'est bien, ça prouve bien que du coup les produits qu'ils ont créés étaient très 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 addictifs et ils le savaient très bien. Encore un quiz. Donc passer Sur à la la question suivante, ouais. Il faut juste que tu l'actives du coup. Ouais, 25 minutes. 25 minutes. À quoi ça correspond? Tu peux pas lancer sur un deuxième? Le slave. La 2. non, la 3, c'est une, c'est pas mal, c'est toujours la réponse 2. Elle est un peu difficile, là, je crois. Quelqu'un veut bien se lancer, peut-être donner une explication? Personne? Non. Je désigne? Non. Non, on a besoin de 25 minutes pour arriver à se concentrer à nouveau. Exactement. En fait, pour une interruption de 2,8 secondes, votre cerveau a besoin de 25 minutes pour se remettre dans une concentration totale. Encore un autre chiffre. Par jour, en moyenne, on reçoit 65 notifications mail, Facebook, Instagram, appels, SMS. On reçoit environ 65 notifications par jour. Donc je vous laisse faire le calcul, 65 fois 25 minutes. Donc le nombre, c'est ouf. C'est complètement énorme. Du coup, effectivement, donc moi je suis pas UX designer, mais par contre j'ai fait de la psychologie. Et je me suis intéressée aux addictions, parce que vu qu'elle me dit bah t'es addict, du coup je me suis dit bon, est-ce que je suis vraiment addict ou pas? Donc je cherchais la définition donnée par l'INSERM, en fait, qui est une organisation de recherche de la santé, qui va définir l'addiction comme une pathologie cérébrale définie par une dépendance à une substance ou une activité. Donc ce qui est important à comprendre là-dedans, c'est que l'addiction, en fait, elle n'est pas forcément liée à une substance, mais elle peut être aussi liée à une activité. Elle se caractérise notamment par la recherche de plaisir, la recherche de soulagement et la perte de contrôle. C'est exactement ce qui se passe quand tu es sur Instagram. Je ne sais pas pour vous, mais tu es toujours en train de scroller et en train de chercher quelque chose. Et quand tu trouves, tu es content, like, et tu aimes bien. Et en fait, tu perds le contrôle, tu perds la notion du temps. Du coup, petit quiz normalement. Vas-y. Hop. Encore. Ouais. Ah oui, parce que j'ai pas. Je vous laisse scanner l'autre QR code. Ouais, t'en as un autre. Je vais te le mettre. Ouais, je veux bien. Ah, il y a un autre. On a perdu un usabilité. Voilà. On les scanne limite. Tu passes sur. Moi j'étais sur les deux, tu fais. Switch. Ça n'a pas marché. Je crois qu'il y a trop de gens. Il y a trop de... En fait, le QR code a ses limites, mais vous pouvez aller Ah, sur slido.com et rentrer juste exactement. dedans. Tu peux changer les temps. Switch. Il faut aller sur slido.com. Et après, tu peux mettre Le code. série. Ah oui, très bien. Non, j'ai plus de batterie. C'est sûr, c'est un test utilisateur. Là. Exactement. Il faut que je vous appelle en fait. Hein. Je me permets de m'asseoir, je suis désolé. Hein, avec... Vous avez trouvé? Allez.
Alors donc majoritairement pour vous en fait l'addiction aux réseaux sociaux est considérée comme une addiction. Ouais. Eh ben non. Non. L'addiction aux réseaux sociaux en fait, donc selon le DSM ou la CIM en fait, qui est un peu la bible des psychiatres et des psychologues en termes de diagnostic de pathologie mentale, il faut savoir qu'au niveau des addictions comportementales, l'addiction aux réseaux sociaux ou à Internet n'est pas considérée comme une addiction. En fait, on appelle pas ça une addiction en fait, tout simplement. Ce qui est considéré par contre comme une addiction, ça va être la dépendance aux jeux de hasard et aux jeux en ligne. Mais fun fact, les industries de jeux vidéo sont en train de contester ce modèle là en ce moment. On se demande pourquoi. Donc voilà. Ensuite, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué mes recherches justement sur l'addiction et essayer de comprendre. Je me suis dit, ok, c'était pas considéré vraiment comme une addiction, mais dans la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, on est d'accord qu'en fait, dans ce qu'on vit tous les jours, on retrouve cette perte de contrôle, on retrouve un peu cette recherche de plaisir quand on est sur ces applications, sur ces sites, sur ces plateformes. Donc je continue un petit peu mes recherches pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui définit l'addiction et qu'est-ce qui les caractérise d'un point de vue que ce soit neuroscientifique, psychologique ou comment les huiles vont intervenir là-dedans. Et je tombe sur cette vidéo. Est-ce que vous voyez tous ? Vous voyez ce qui se passe exactement ou pas du tout ? Donc, ouais, pour vous décrire un petit peu ce qui se passe, en fait, vous voyez un rat blanc, qui est connecté avec une électrode, en fait, au niveau de son cerveau, et on envoie des pulses, en fait, et du coup, à chaque fois, du coup, il appuie de manière assez compulsive sur le levier. Est-ce que vous savez à quoi j'ai pensé, petit quiz ? Encore ? Est-ce que vous savez à quoi j'ai pensé en regardant cette vidéo? Si ça vous embête, vous pouvez même parler à haute voix, parce qu'il faut interagir aussi. Hein. Ratatouille, hein, c'est ça? Non. Alors, quelqu'un veut dire sa réponse? On a tous pensé que t'étais un rat. C'est ça, Vous êtes on est d'accord. Ouais. Non mais c'est exactement à quoi j'ai pensé. T'as dit quoi? On est tous des rats, on est tous des rats. Non, mais c'est exactement à quoi j'ai pensé en fait en regardant la vidéo, parce que le fait qu'il appuie de manière compulsive sur ce levier, je me suis dit mais c'est moi en train de scroller en fait. C'est exactement ça, c'est compulsif, tu sais même pas pourquoi, t'attends, tu t'appuies, tu scrolles. Et donc voilà quoi, donc c'est exactement ce à quoi j'ai pensé. Ce qu'il faut savoir, c'est justement, je vous ai décrit un petit peu la manipulation. Donc il s'agissait d'une expérience de Holt et Milner. Et ce que ces deux chercheurs ont fait, déjà il faut savoir que c'était une erreur, et encore un truc assez marrant à connaître, c'est qu'au début ils ne voulaient pas du tout avoir cet effet chez le rat, ils voulaient juste l'exciter de manière de créer un arousal fort chez ce rat, sauf qu'ils ont mal placé les électrodes. Ils ont placé les électrodes en fait à un endroit qui s'appelle le mésencéphale, plus précisément vers l'aire tegmentale ventrale. On verra plus tard une petite coupe du cerveau. Et en fait, ça grince un peu. Ouais, ok. Et du coup, je disais, donc ils ont mal placé leur électrode et en fait, ils ont observé son comportement sans savoir exactement à quoi ça correspondait. Et sans savoir vraiment, en fait, ils ont contribué aux premières recherches sur le circuit de la récompense. Hop. Donc voilà, alors de manière générale, le circuit de la récompense. Est-ce que quelqu'un sait un petit peu ce que c'est? Non, du tout. Non. Donc selon l'expérience en fait de Milner, je prends quand même mes notes parce que sinon après je vais oublier des choses. Donc en fait c'est un circuit qui est activé tout simplement à chaque fois qu'on reçoit une récompense. Donc en fait ce qu'on a observé dans les différentes recherches en neurosciences, c'est que on va avoir un pic de dopamine en fait, parce qu'au niveau du VTA, donc comme je vous ai dit c'est l'aire tegmentale ventrale, vous allez avoir des neurones dopaminergiques.
Donc en fait, ces neurones vont projeter au niveau du noyau accumbens qui se trouve là-bas. Et le noyau accumbens, c'est un peu le centre du plaisir hédonique en fait. Et la dopamine va être activée positivement, donc on va exciter le noyau accumbens avec de la dopamine. Et forcément, du coup, on remarque que la personne, en fait, elle est contente quand elle reçoit sa récompense. Voilà, de manière très simpliste, c'est ça. C'est pour ça que depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années environ, on considère la dopamine comme l'hormone de plaisir. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ça ou pas du tout? Ouais, dopamine, hormone de plaisir. Ok. En fait, c'est pas exactement ça. Il faut faire très attention parce que c'est un système, le circuit de récompense, c'est un circuit qui est très très complexe, qui ne fait pas uniquement appel à la dopamine, parce qu'il faut savoir qu'en fait la dopamine n'est pas uniquement au niveau de l'aire tegmentale centrale. On en a partout un petit peu dans nos cerveaux, et plus précisément dans le système de récompense, en fait, on va avoir 3 voies. Donc la voie mésocorticale, la voie mésolimbique et la voie nigrostriale. Donc pourquoi je vous parle de ça? C'est un peu barbare, c'est vrai, mais en fait il est important de comprendre que dans ce circuit de récompense, en fait, il va y avoir des zones du cerveau qui vont intervenir et qui régulent des grandes fonctions cognitives, comme le système limbique, le cortex préfrontal. Donc dans le système limbique, en fait, on va retrouver ce qu'on appelle l'hippocampe et l'amygdale. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Ouais, en fait, c'est ce qui va être lié beaucoup à la mémoire et aux émotions. Donc en fait, vraiment un système de mémorisation va être mis en place. Et surtout avec le cortex qui intervient également dans ce circuit, surtout le cortex préfrontal, qui va intervenir dans notre prise de décision. Donc voilà grosso modo en fait ce que je voulais vous dire à propos de cette voie, de ce circuit de récompense d'un point de vue neuroscientifique, pour vous montrer qu'en fait ce qui est en jeu, c'est votre prise de décision, c'est votre mémoire et c'est vos émotions. Et pourquoi on l'appelle circuit de récompense? Parce qu'en fait, je vous ai dit, c'est un circuit qui a été découvert ou compris pour voir un petit peu comment fonctionnait ce pic et ce réseau de dopamine. On a fait des tests un peu comportementaux où on a donné une récompense à un rat, en fait. Donc à chaque fois que le rat reçoit cette récompense, on voyait qu'effectivement, la dopamine prenait ses différentes voies. Donc c'est pour ça qu'en fait, on l'a appelé ça le circuit de récompense. C'est ce qu'on observe quand on reçoit une récompense. C'est ce qui se passe dans le cerveau. Et comment elle est créée, la dopamine? Alors, c'est un neurotransmetteur, en fait, qui fait partie de notre cerveau. Comment elle est créée? Alors, je ne pourrais pas te répondre exactement comment elle est créée, ça c'est clair. Mais en fait, on a plusieurs neurotransmetteurs qui font partie de notre cerveau et du coup, qui sont créés justement notamment au niveau de l'aire tegmentale ventrale et de la substance noire. En fait, ce sont des neurones, des circuits de neurones qui sont spécialement dopaminergiques. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont produire de la dopamine et qui vont la transférer. Donc, en fait, c'est au niveau de là qu'ils sont créés. Mais par contre, le circuit chimique, je ne pourrais pas le dire. En fait, quand on est sportif, souvent on dit qu'on crée beaucoup de dopamine et du coup, je me posais la question. Est-ce que je pense que c'est par rapport à la récompense en fait. En fait, quand tu cours, quand tu es sportif, tu as énormément d'hormones qui sont déchargées au niveau de ton cerveau qui te donnent du plaisir. Tu as de l'endorphine, tu as de la sérotonine, enfin tu as beaucoup de choses qui t'apportent cette satisfaction. Et effectivement, la dopamine, en fait, justement, on va voir un petit peu son action, on va se concentrer sur elle aussi. Et je pense que peut-être que tu pourras un peu comprendre comment elle va agir, en tout cas, pour les sportifs et un peu pour tout le monde finalement. Alors, du coup, donc, pourquoi je me focalise sur la dopamine? Même si je vous ai dit qu'effectivement il y a plusieurs hormones et qu'il y a plusieurs circuits qui entrent en jeu dans le cerveau, du coup la dopamine on se focalise là-dessus parce que dans le circuit de récompense, c'est cette voie comme je vous l'ai dit qui va être activée majoritairement, ces 3 voies. Et en fait ce qu'on observe, donc typiquement on a une baseline, donc en fait on vit notre vie tranquillement, rien ne se passe, donc tout est droit. On a des cues dans notre environnement. Les cues, en fait, ça va être des stimuli, des comportements ou des choses qu'on fait un petit peu tous les jours. Et en fait, au bout d'un moment, on va avoir un cue ou un stimuli ou un comportement qui va nous donner une récompense. Donc en fait, au moment de cette récompense, boum, pic de dopamine au niveau de notre cerveau. Pourquoi ce pic de dopamine? En fait, notre cerveau va nous dire « Ah, attention, il s'est passé un truc super intéressant, ça m'a fait super plaisir ». Et encore une fois, la dopamine ne dit pas que ça fait plaisir. La dopamine te dit juste qu'en fait, il y a un truc intéressant qui s'est passé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au fur et à mesure qu'on reproduit les mêmes comportements, qu'on reproduit les mêmes choses, et qu'on voit la même récompense qui intervient,
et ben en fait le pic de dopamine va apprendre en fait ces différents stimuli. Ça va rien dire. La dopamine, en fait, le circuit, le cerveau, va apprendre en fait que finalement c'est ces stimuli, ces comportements qui vont être liés à la récompense. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, le pic de dopamine n'intervient pas au niveau de la récompense, mais plutôt au niveau du comportement ou du stimuli qui va provoquer cette récompense. Vous me suivez? Ouais. Et du coup... Donc je vais recevoir la dopamine quand j'ouvre Facebook et pas quand je l'utilise. Alors, il faut répéter la question là. Il y a un pic de dopamine quand j'essaie d'ouvrir Facebook, quand je pense d'ouvrir Facebook, et pas quand je suis sur la plateforme, par exemple. Exactement, c'est ça. Si tu, en plus, ça tombe bien que tu parles de Facebook, parce qu'en fait, on va faire un petit exemple via Facebook, et je pense que ce sera plus compréhensible d'un point de vue comportemental. Mais là, c'était pour vous expliquer simplement que, bah, du coup, voilà comment va agir la dopamine, que la dopamine va avoir ce pic, et en fait, c'est ce qui va driver notre motivation. C'est ce qui va nous dire, ah, il y a un truc que je veux, il y a un truc désirable, en fait, qui va se passer, et il y a une récompense qui va se passer, et il faut que je dirige toute mon attention pour avoir cette récompense. Donc voilà ce que fait la dopamine, en fait. Le negative prediction error, alors c'est le fait qu'il y aura toujours un apprentissage au niveau du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir effectivement ce pic de dopamine toujours au niveau des comportements et des stimuli qui vont provoquer la récompense. Mais si jamais on n'a pas la récompense, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait, il y a une petite inhibition de la dopamine qui se passe, qui vous dit, ah ben en fait, j'ai rien reçu là. Et en fait, c'est un apprentissage que fait le cerveau pour vous dire, la récompense, je ne l'aurai pas tout le temps, en fait. Et justement, si on n'a pas la récompense tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Si on sait qu'il y a une incertitude dans la possibilité d'avoir cette récompense, ce qui se passe, c'est que le moment où on procure le comportement, où on fait le comportement, où il y a le stimuli, et le moment où on reçoit la récompense, et bien notre envie, en fait, elle est d'autant plus élevée. C'est un petit peu quand vous faites la machine à souffle, quand vous tirez là-bas, le temps d'avoir la récompense ou pas, en fait, vous avez votre cœur qui palpite, vous avez votre dopamine justement qui est à son apogée, en fait, qui est très élevé. Donc voilà, bon, je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passe dans le programme. C'est ça la subtilité de l'expérience avec le rat, c'est qu'il n'était pas, enfin à chaque fois qu'il appuyait, il n'avait pas automatiquement une récompense. Alors en fait, il appuyait, il n'avait pas effectivement une récompense, mais c'est parce qu'en fait on stimulait la partie de son cerveau, c'est pour ça les électrodes en fait on avait intégré dans le cerveau, qui faisait qu'en fait on stimulait la TV, et donc forcément si tu stimules la TV, bah, la TV va te produire de la dopamine et l'envoyer dans le noyau. C'était pas à chaque fois, c'était aléatoire. C'était, en fait c'est parce qu'il savait que il ressentait du plaisir au moment où il appuyait, du coup effectivement c'était... Oui, c'était aléatoire. Ouais, au début, il lui donnait. Ensuite, il a voulu, en fait, du coup, il a compris qu'en tirant sur la manette, il allait avoir une récompense. Donc, du coup, il s'est mis, du coup, à taper plusieurs fois en pensant que ça allait arriver. Mais non, du coup. Et du coup, en fait, parfois, il tapait, il avait, parfois, il tapait, il n'avait pas. Et en fait, il s'est rendu compte que le simple fait de le prévoir qui augmentait d'autant plus. Exactement. Ils se sont rendus compte de manière un peu... en fait, c'était trompé, en fait. C'était exactement trompé. Donc, du coup, ils se sont rendus compte à la fin. Mais c'était pas le but de la recherche. Mais justement, on va passer sur le comportement justement maintenant, et on va parler de Skinner et du conditionnement opérant. Est-ce que ça parle à quelqu'un, le conditionnement opérant, ou pas du tout? Non? Ouais. Alors en fait, pour différencier, vous avez deux types de conditionnement dans les courants psychologiques en fait, qui ont étudié justement le comportement. Vous avez le conditionnement classique et le conditionnement opérant. La différence entre les deux, c'est que dans un conditionnement opérant, l'objectif c'est de créer un comportement. Alors que dans un conditionnement classique, si vous avez entendu parler du chien de Pavlov, ouais, en fait la salivation c'est un comportement en fait qui existe déjà, préexistant chez le chien. C'est pas quelque chose qu'on ajoute en fait à sa vie quotidienne. Alors que dans un conditionnement opérant, on va ajouter un comportement qui n'existe pas. Donc pour expliquer justement, on va revenir sur le rat et sur le côté un peu levier, sauf que là en fait il n'y a pas de stimulation au niveau de son cerveau. On va juste lui présenter. On va lui dire que tu as la possibilité d'avoir une récompense de la nourriture. Si tu comprends comment ça fonctionne un petit peu ta cage dans laquelle tu es dedans. Alors la cage, en fait, vous allez avoir un jeu de lumière. Donc vous allez avoir une lumière bleue, une lumière rouge. Et vous allez avoir un levier. Le rat, par essai-erreur, en fait, va comprendre qu'à chaque fois que la lumière verte est allumée, et qu'il appuie sur le levier, et du coup, en fait, il aura la récompense.
Ce qui fait que, par essai-erreur, toujours, en fait, il va continuer à faire ce comportement, il va continuer à tester, il va échouer, etc. Et en fait, il va apprendre qu'effectivement, ben, ça c'est sûr et certain, à chaque fois qu'il y a la lumière verte et qu'il appuie sur le levier, récompense. Une fois qu'il a compris ça et qu'il a appris ça, ben, à chaque fois qu'il veut sa récompense, et ben, du coup, il attend la lumière verte et il appuie automatiquement sur le levier. Voilà, c'est ça un renforcement positif. En fait, on va renforcer le comportement qu'on veut intégrer chez le rat, qui est le fait d'appuyer sur le levier, à un stimuli qui est la lumière, en fait, tout simplement, et à la récompense qui est la nourriture. Donc voilà en fait ce que c'est qu'un renforcement positif. Ce qu'il faut savoir, les deux notions de contingence et de continuité, en fait, c'est qu'il faut que la continuité, c'est tout simplement qu'il faut que le stimuli, donc la lumière et la récompense, soient proches de manière temporelle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait une longue distance, parce que sinon, en fait, on ne pourra pas associer le comportement, le stimuli à la récompense. Si c'est trop loin dans le temps, on se dit, ben non, en fait, ça n'a rien à voir. Voilà. La contingence, en fait, c'est tout simplement la probabilité un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut que, de manière un petit peu environnementale, contextuelle, et surtout le fait de recevoir tout le temps la récompense à chaque fois. Voilà. Le renforcement négatif, en fait, c'est toujours l'ajout d'un comportement. Sauf que cette fois-ci, en fait, ce sera une émotion ou un stimuli négatif, en fait, qui sera mis en jeu. Donc ça, c'est assez important, justement, pour plus tard, parce qu'on va beaucoup parler de frustration, n'est-ce pas, les UX? Donc en fait, ce renforcement négatif en fait va te pousser à faire un comportement. Typiquement en fait, c'est un rat ou un pigeon qu'on va mettre dans une cage électrique en fait, et le seul moyen d'arrêter l'électricité, ben, c'est d'appuyer sur le levier. Donc là, on va créer ce comportement et du coup, c'est un renforcement négatif. Le pigeon, pourquoi le pigeon aussi? Parce que ce qu'on a remarqué également, c'est que justement, je vous avais parlé d'incertitude de la récompense avec la dopamine tout à l'heure, en vous disant que c'était un peu comme la machine à sous, et que comme on ne sait pas trop si on va avoir la récompense ou pas, au moment où on fait le comportement et au moment en fait où on va avoir la récompense, en fait, on aura un pic de dopamine qui sera d'autant plus élevé. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Du coup, c'est un peu ce qu'on a observé de manière comportementale chez le pigeon. C'est-à-dire qu'en fait, on a remarqué que si le pigeon, même problème que le rat, en fait, on l'a mis dans la même cage pour avoir la nourriture, et on a observé en fait que du coup, le pigeon va appuyer d'autant plus en fait sur le levier s'il sait en fait que du coup la récompense n'est pas forcément à chaque fois, elle est aléatoire. Donc en fait, on va avoir un comportement qui sera d'autant plus présent parce qu'il va dire bon attends, ça n'arrive pas, donc j'appuie, peut-être que ça va venir. Donc c'est un peu ça. Donc voilà un petit peu tout ce qui se passe au niveau du renforcement. Pourquoi je vous ai parlé de renforcement? Je vous ai parlé de renforcement parce que c'est ce qui est important au niveau de la récompense en fait. C'est-à-dire que le fait de donner une récompense à quelqu'un, c'est un renforcement qu'on va faire. Et ce n'est pas et la récompense en fait fait partie d'une grande notion de renforcement. C'est-à-dire que la récompense n'est qu'une petite notion du renforcement. Là, je suis pas sûr d'avoir été clair. Non. Si. On ne pourrait pas dire, avec un autre mot, juste apprentissage à la place de renforcement. Non, on le traduit comme ça. En fait, on peut effectivement dire apprentissage, sauf que du coup, dans le renforcement, ce que tu veux faire, c'est plutôt ajouter un comportement. C'est pour ça que du coup, mais de manière drivée en fait. Alors que dans l'apprentissage, on ne sait pas forcément si. En fait, dans l'apprentissage, tu as le renforcement. En fait, tu apprends parce qu'on renforce en fait ce comportement. Voilà. C'est plus. Ouais, ok. Du coup, c'est pour ça que je parlais de renforcement, parce qu'en fait, je voulais être spécifique au niveau de la récompense, en fait, en disant que la récompense, en fait, ça va te permettre de renforcer un apprentissage et un comportement, tu vois. Donc, c'est pour ça. Du coup, deuxième quiz, justement, au niveau de la récompense, pour vous. Est-ce qu'il y a un QR ou bien c'est le suivant? Non, c'est le suivant. Ouais. Si je ne me trompe pas, c'est qu'est-ce que c'est que la récompense pour vous? C'est bien ça? Ouais. Il y a la pizza qui remporte le truc. C'est à cause de Guy. Il n'y avait pas le Saint-Germain pour toi. Alors du coup, qu'est-ce que c'est que la récompense? Tu peux passer.
Alors, on a plusieurs manières de définir la récompense. Nous, ce qu'on a choisi justement et ce qu'on trouvait assez utile pour ce meet-up, c'était de vous parler de récompenses primaires et de récompenses secondaires. Alors, dans les récompenses primaires, on va retrouver boire, manger, se reproduire ou encore la sécurité. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi on appelle ça récompense primaire ou pas du tout? C'est juste des besoins. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Ouais. C'est la pyramide de Maslow. Pyramide de Maslow. Donc, Sachant que se reproduire, c'est pas. Alors, en termes de récompense, oui, sans doute, mais c'est pas un besoin primaire, je crois. Ça fait pas partie de besoin primaire. manger? Non, se reproduire. Ah, se reproduire. En termes de besoin, bah, tu peux Tu parles de sans ça. baiser. Est-ce que pour toi c'est selon la pyramide de Maslow ou pas du tout? C'est ça? Le cerveau, Mais voilà, c'est dans ce sens-là. Pour moi, primaire, c'est si tu ne le fais pas, tu meurs. Tu n'es pas en sécurité, tu meurs. Ça fait partie de la survie au niveau de l'évolution. En termes d'espèce, mais en termes d'individu, non. Bah là, on parle en fait de l'homme de manière générale, et en fait, il faut savoir que notre individuation est définie par l'évolution aussi. Donc forcément, on a des codes intégrés dans notre cerveau qui vont, voilà, exactement. C'est pas une question rationnelle, c'est irrationnel. J'ai besoin de te reproduire. C'est pas à la même échelle. Alors du coup, oui, c'est parce qu'effectivement, ce sont des besoins primaires, et en fait, on a appelé ça récompense parce que la théorie, c'est que ce système de récompense, en fait, existe justement pour nous permettre de savoir où trouver à manger, où se reproduire, et où on sait qu'on va être sûr, en fait. Primaire aussi parce qu'en fait, il y a un phénomène de satiété et de régulation interne qui se joue. Quand t'as bien mangé, après, au bout d'un moment, t'as plus faim, en fait, normalement. Si tout se passe bien. Et ensuite, on va parler de récompenses secondaires. Alors, les récompenses secondaires, en fait, ont été définies comme les relations sociales, parce qu'en fait, ça nécessite des fonctions cognitives un peu plus développées. Donc voilà pourquoi on appelle ça récompenses secondaires. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'on va souvent retrouver ces récompenses secondaires chez les hommes, ou encore chez certains primates. Donc encore funny fact, il y a des chercheurs qui ont trouvé il n'y a pas longtemps que certains primates et certains singes sont capables d'avoir de l'altruisme ou encore d'échanger des rapports sexuels ou de la nourriture contre des relations sociales. Donc ils ont observé ça, voilà. Donc ensuite... Donc si on résume un tout petit peu, effectivement on va avoir ce système de récompense. Qui va être un petit peu drivé par notre motivation justement à avoir cette récompense ou pas. Là typiquement, on est dans une heure où tout le monde a faim, donc forcément pour vous la récompense pizza a un petit peu plus de valeur que les autres. Voilà, ça a très bien fonctionné. Et puis on va dire les fonctions qui ont été mises en jeu au niveau de ce système de récompense, c'est l'émotion et le plaisir, donc la valeur hédonique qu'on va donner finalement à cette récompense ou pas, la motivation qu'on va avoir à l'avoir, ce qu'on appelle le wanting. En fait, pourquoi j'ai mis wanting entre guillemets, c'est surtout pour ceux qui veulent en savoir plus, vous venez me voir à la fin. En fait, c'est un terme en neurosciences en fait qui est défini par les différentes voies. Donc voilà. Ensuite, il y a l'apprentissage en fait qui va être une des fonctions essentielles justement à ce système de récompense. Comme je vous ai dit, en fait, on a théorisé que en fait, ce système existe parce que ça va nous permettre de savoir où manger, où être sûr, et en fait, c'est essentiel à l'évolution, quoi. Donc voilà. Donc, pour expliquer peut-être un petit peu plus, maintenant on va sortir un petit peu de tout ce qui est évolution, dopamine et tout, on va rentrer un peu plus dans le digital, je pense que ça va plus vous parler du coup. Donc, par rapport à tout ce qu'on vient de dire, on a un petit monsieur là, l'individu en bas. Il va avoir une motivation qui est de s'inscrire sur Facebook. Pourquoi il veut s'inscrire sur Facebook? Sa motivation, en fait, c'est d'être intégré à un groupe et de parler à ses amis qui sont tous sur Facebook. Donc, il veut utiliser Messenger, il veut utiliser Facebook, parce que son besoin, sa volonté, c'est d'avoir une relation sociale avec ses amis. Ou sinon, pour la reproduction. Donc, c'est un besoin primaire. Alors là, tu confonds avec Tinder, là. Ouais, avant, c'était Facebook. Ah, avant, c'était Facebook. Ok, ouais, d'accord. Ouais. Mais là, on va partir sur le principe qu'en fait, il veut juste communiquer avec ses amis. Ah, mais du coup, voilà. Donc, en fait... il veut se connecter sur Facebook. Donc, en fait, Facebook, tu vas avoir toute une démarche, tout un parcours, en fait, pour te connecter sur Facebook et t'inscrire.
Donc du coup, tu fais tout ce parcours. Au cours de ce parcours, tu vas avoir des comportements, tu vas avoir des choses, tu vas avoir des stimuli, et à la fin, finalement, bah, tu es content parce que du coup, bah, tu es sur Facebook, tu parles à tes amis dans un groupe, et tu communiques avec eux, et ton besoin de relation sociale est satisfait. Donc en fait, ce que l'homme va faire, et ce que je vous ai dit justement notamment grâce au système de récompense, c'est qu'il va apprendre justement ce parcours, ce chemin qu'il a fait. Il va comprendre en fait que bah, du coup, il a utilisé telle fonction, il a fait telle démarche en fait, il est parti sur tel groupe pour pouvoir discuter avec eux, pour pouvoir échanger avec eux. Et en fait, cet apprentissage se fait tout au long du parcours en fait, grâce au système de récompense. Là où les designers vont être assez ingénieux, du coup, et et les choses qui se font de manière un peu inconsciente, parce qu'il faut savoir que du coup, notre cerveau et ce système en fait est drivé de manière consciente, mais aussi inconsciente. Donc inconsciemment, qu'est-ce qui se passe? Inconsciemment, ce qui va se passer, c'est que finalement, le parcours il n'est pas si simple que ça. C'est que Facebook, il va être très intelligent, il va mettre sur ton chemin plusieurs récompenses. Vous voyez, en fait, vous avez plusieurs chemins, et en fait, il y aura plusieurs récompenses, en fait. Et pas seulement la récompense tout en haut, en fait, qui est de parler à tes amis, qui est de répondre à un besoin social, mais d'autres types de récompenses que pour toi, en fait, au début, tu n'envisageais pas du tout, mais qu'au final, en fait, ça reste des récompenses. Et comme je vous ai dit au début, le système de récompense est activé par toute récompense. Donc voilà, petit quiz. La question, je crois que c'était à quoi vous fait penser ce parcours, c'est ça? Ouais. Ouais. Là, qui est pas mal quand même. Avec la question de la RATP. Il y a des gens qui ne sont pas connectés ou pas du tout? Ou tout le monde y arrive à... Si vous n'avez pas ouais. Si vous n'arrivez pas, quelqu'un peut peut-être lire la question à haute voix pour faire partager à tout le monde? Ouais. Ou pas du tout? En fait, non. Je pense que vous avez trouvé. Vous avez trouvé? Parcours utilisateur. Ouais. Effectivement, en fait, ce parcours du circuit de la récompense fait beaucoup penser. Ne t'approche pas des enfants. Ouais. Vous voyez du coup? Non? Du coup, ce parcours fait penser beaucoup à un parcours utilisateur, effectivement. Comme disait Kevin, la première motivation, ça va être de pouvoir discuter avec ses amis, mais du coup Facebook est très malin, on va un peu manipuler le parcours utilisateur, ce qu'on appelle la manipulation du parcours utilisateur. Vous allez arriver sur Facebook et il va y avoir d'autres récompenses qui vont vous détourner de votre but premier. En effet, du coup, les UX ont bien suivi la méthodologie de l'expérience utilisateur. On fait du coup des questionnaires utilisateurs et des entretiens utilisateurs pour comprendre en fait les besoins et les objectifs et les frustrations de leurs utilisateurs, afin de bien cibler les récompenses à attribuer à chacun. Maintenant, on va voir les petits gestes qui nous donnent du plaisir. On a le swipe, comme vous avez bien détecté. Le swipe, c'est très simple. C'est le meilleur exemple pour représenter le circuit de dopamine. En fait, vous allez swiper plusieurs fois et vous allez comprendre, comme la petite souris tout à l'heure et le rat, que vous allez avoir en fait une récompense, c'est un match. Et vous allez du coup vouloir toujours matcher. Donc, du coup, vous allez continuer à swiper sans cesse pour pouvoir du coup matcher. Et vous allez carrément oublier du coup les profils, les visages, la description.
vous allez juste avoir un... Pas d'accord, Pierre? Je rigole. Pas la même utilisation. Tout le temps swiper pour du coup avoir de nouveaux profils et avoir un match qui est la récompense. On a aussi le scroll infini que du coup Instagram et Facebook utilisent très très bien. Le scroll infini en fait joue sur le manque de la peur en fait et la frustration des utilisateurs de manquer un contenu, l'anxiété plus précisément de l'utilisateur. Il va continuer à toujours scroller. Et en plus, Facebook, par exemple, est très intelligent parce que du coup, a très bien compris votre profil et va vous faire du coup va vous mettre sur votre fil d'actualité du contenu à l'infini qui vous intéresse. Donc du coup, vous avez toujours l'impression d'avoir quelque chose à regarder, alors que vous avez en fait un objectif sur Facebook, c'était peut-être parler à quelqu'un ou chercher quelqu'un. Qu'est-ce que le FOMO? Je ne donne pas les réponses sur les slides. Fear of missing out. Exactement, c'est la peur de manquer quelque chose. Comme je vous l'avais dit il y a 30 secondes sur Facebook, le scroll infini du coup joue sur la peur de manquer un contenu. Et pas mal d'applications ainsi que Instagram jouent sur ça. Vous avez toujours compté sur ça d'ailleurs pour vous venir ce soir. C'est pas le scroll infini, mais du coup, il y a d'autres petits gestes et interactions qu'on a qui vont du coup vous rendre beaucoup plus addictifs. C'est pas le scroll infini, désolé, mais c'est des micro-interactions, notamment Facebook, qui a des micro-interactions qui se rapprochent en fait des émotions humaines. Du coup, vous allez vouloir liker, aimer, adorer, vous énerver sur des contenus avec vos émotions, et donc du coup qui va créer du coup un lien émotionnel avec vous et qui va du coup vous permettre de toujours consommer du contenu sur Facebook. On a du coup les micro-interactions, je ne sais pas si vous savez ce que c'est tous. Je voudrais savoir combien de designers sont dans la salle. Okay. On fausse les stats hein, quand même. Un peu de tout. Pardon? Uniquement du mix ou Non, du tout. Ah, ok. Vous êtes quoi du lui? Non, chef de projet. Ok. Du coup, les micro-interactions, vous connaissez très bien, sont des petites interactions qui du coup créent un lien émotionnel avec l'utilisateur et l'engagent et le fidélisent. Ces micro-interactions ont été définies par Dan Safer, qui dit que c'est des petits instants pendant lesquels l'utilisateur et l'interface interagissent. Quand elles sont bien conçues, ces micro-interactions améliorent l'expérience utilisateur et optimisent la conversion pour des actions spécifiques. Et plus précisément, elles vont du coup donner une sorte de récompense, une sorte de prix à chaque utilisateur. Du coup, plus vous consommez sur la plateforme, plus vous réagissez, plus vous utilisez les micro-interactions, plus vous avez de récompenses. Et du coup, plus vous êtes addictif. Parce que votre système est actif. Exactement. Ensuite, on a l'effet Ikea. Vous savez ce que c'est? C'est pas monter des meubles. Quoique c'est pratiquement la même chose dans le cerveau. L'effet Ikea, en fait, c'est utilisé beaucoup sur Snapchat et Instagram. C'est un peu l'effet qui va vous faire croire que vous créez votre propre contenu. Vous allez prendre une photo, vous voyez quelque chose dans la rue, vous prenez une photo, vous mettez un gif par-dessus, vous mettez un filtre, vous mettez des oreilles de chat, pour toi, vous mettez du coup une date, une heure, et vous créez votre propre contenu. Votre contenu n'est pas le même que celui de votre voisin, c'est votre contenu, et du coup vous avez l'impression que vous êtes unique, et ainsi en fait, du coup les applications vous rendent addictifs parce que vous engagent, et du coup vous avez forcément envie de consommer et de créer des choses de plus en plus uniques. On parlait de la valeur que vous donniez justement à la récompense. En fait, il faut savoir que quand vous mettez plus d'efforts à faire quelque chose, vous donnez forcément plus de valeur en fait à cet objet. Exactement. Et donc cet objet pour vous et pour à la personne à qui vous allez l'offrir surtout. Exactement. C'est comme quand vous montez un meuble Ikea, vous avez monté votre meuble Ikea, c'est le vôtre. Vous avez oublié aucune pièce, espérons-le. Et ça a beaucoup plus de valeur sentimentale que si c'était votre meuble monté par quelqu'un d'autre.
Ensuite, on a la quête de la flamme qui est utilisée du coup par Snapchat. Vous avez Snapchat? Tous? Non? Non. Mais vous savez ce que c'est la flamme? Non, c'est beau. Alors, Snapchat est beaucoup utilisé par les adolescents. Les adolescents qui ont besoin d'avoir, qui sont en pleine construction psychologique. Tu me dis si je me trompe. Ouais, justement, je vous ai parlé du cortex préfrontal tout à l'heure et le fait que ce soit très important au niveau de la prise de décision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, dans le développement, en fait, et surtout à l'adolescence, le cortex préfrontal n'est pas encore développé. Donc c'est pour ça que les adolescents en fait sont très influençables sur ce genre de choses. C'est parce qu'en fait ils ont leur cerveau qui permet de prendre des décisions, qui joue sur la motivation, en fait, qui n'est pas terminé complètement. En fait. Voilà. Exactement. Et du coup ils ont vraiment le besoin de se sentir appartenir à un groupe, d'avoir une validation sociale. Et la quête de la flamme, la flamme, c'est quand vous discutez pendant 24 heures avec une même personne, vous avez une sorte de récompense qui est la flamme. Et cette récompense, du coup, vous donne une sorte de validation sociale et l'appartenance, une sorte de friendship badge. Exactement. C'est vraiment le niveau de l'amitié, c'est vraiment ma BFF, quoi. Et vous le gardez si vous ne l'envoyez pas pendant un jour. Exactement. Exactement, c'est 24 heures. Si tu communiques pas avec la personne pendant 24 heures, tu perds la flamme et du coup, tu as perdu tout ce temps. Renforcement négatif. Ouais, t'as raté ta vie, quoi. T'as pas ta flamme, t'as raté ta vie. Donc du coup, c'est exact. En fait, Snapchat a très bien compris ses utilisateurs grâce à des personas, à des enquêtes utilisateurs, qui étaient principalement des adolescents, et du coup a mis en place une sorte de récompense qui est le badge. En plus, Snapchat est très intelligent et vous pousse à utiliser l'application parce que quand vous vous connectez dessus, vous arrivez directement vers la page de photos, donc il vous pousse directement à communiquer, à envoyer des photos et à faire des photos. Ensuite, on a les likes, on les connaît tous. Les likes sont apparus sur plusieurs plateformes, Instagram, Snapchat, LinkedIn, toutes les plateformes font des likes. Et c'est exactement la représentation de la validation sociale. Si tu as des likes, t'es validé. Si tu n'as pas de likes, t'es pas validé. Et ça, du coup, ça joue aussi sur le sentiment d'appartenance, comme toutes les autres applications. Quand du coup, par exemple, sur Instagram, tu suis un influenceur, tu fais partie d'une communauté qui suit le même influenceur. Si par exemple, tu likes ses contenus, si tu partages, tu es liké, tu es reconnu, et tout ça joue du coup dans l'addiction. Plus tu reçois de likes, et plus du coup, tu as envie d'utiliser et de continuer à partager. Justement, Sana vient de dire quelque chose de très intéressant. Plus tu reçois de likes et plus justement tu as envie de continuer de partager. Ce qu'il faut savoir aussi, justement, c'est que ces applications, en fait, ils ont un algorithme assez barbare, en fait, qui font que tu vas recevoir les likes, en fait, mais pas un à la fois. Mais souvent, quand tu regardes ton téléphone, tu as tout d'un coup une dizaine, une quinzaine de likes et tu dis, ah tiens, pic de dopamine. Tu es très content. C'est une très forte récompense d'un coup, donc voilà. Donc les applications sont designées, il y a un algorithme pour ça. Ouais, ils mettent des paliers en fait. À partir de 5 likes, 10 likes, et du coup tu reçois une notification. Effectivement, les notifications sont un très bon moyen pour te faire venir sur l'application. Tout à l'heure on parlait de Facebook. Facebook utilise très bien les notifications parce que du coup, avec la notification, c'est une alerte sur ton téléphone. T'arrives sur, les notifications sont en général rouges, pardon, parce que si elles étaient vertes, tu les verrais pas, pardon. Et du coup, Facebook t'attire avec une notification, t'as manqué un contenu, t'as manqué le FOMO, Fear of Missing Out. Du coup, tu vas te connecter sur Facebook et tu vas pas arriver sur la page de notification, tu vas arriver sur le feed d'actualité. Et du coup, ils vont un peu te piéger. Tu vas arriver sur le feed d'actualité, tu vas commencer à regarder du contenu qui est très bien ciblé pour toi. Tu vas tout regarder, et à un moment donné, au bout de 10-15 minutes, tu fais mais je devais pas regarder une notification en fait. Et c'est exactement ce qui arrive tout le temps. Et du coup, la récompense, c'est ce que tu devais regarder, mais du coup, ils ont manipulé ton parcours utilisateur pour que tu continues à consommer du contenu et que tu sois de plus en plus addictif. L'effet de flow. Je ne sais pas si vous connaissez ce psychologue dont je ne vais pas du tout m'aventurer à prononcer son nom. J'ai essayé, mais j'y arrive pas. On va garder un peu de dignité quand même. L'effet de flow, c'est l'état mental qui est atteint par une personne quand il est complètement plongé dans une activité. La personne se retrouve dans un état maximal de concentration
par exemple, ça arrive souvent quand on joue sur Candy Crush. On commence à jouer, on dit bon, j'ai eu 5 minutes dans le métro, et on continue à jouer, on est en pleine concentration, et du coup, on oublie carrément la station où on devait s'arrêter. Et ça, c'est vraiment l'effet de flow. On arrive du coup à un état complètement de concentration totale, et on a perdu complètement l'attention et la notion du temps. C'est un effet assez intéressant, et c'est l'effet qu'utilisent beaucoup d'applications pour nous rendre addictifs. Et ils ont très très bien compris comment faire. Et justement, ce qu'il faut savoir, tu parlais de temps et d'attention, ces deux notions sont assez liées. En fait, on a remarqué justement dans les plusieurs expériences que plus tu vas accorder de l'attention en fait à une tâche, en fait, plus ton attention temporelle en fait elle est changée. Sur le temps, elle est changée. Donc en fait, l'attention que tu vas apporter à quelque chose, en fait, va changer ton attention temporelle tout simplement. C'est quelque chose qu'on s'est rendu compte, même sans faire d'expérience en psychologie. Hein, vous êtes en vacances, vous avez l'impression que le temps passe très vite parce que vous vous amusez très bien, par exemple. Parce que du coup, vous n'avez pas focalisé votre attention sur le temps comme voilà, exactement. Voilà. Une perception du temps qui est du coup un peu altérée. Avec les... Du coup, comment sortir de cette dépendance ? Il y a pas mal de techniques pour sortir de cette dépendance. Alors, pour sortir de la dépendance, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous avez des actions que vous faites un petit peu, des choses que vous faites pour... Oui. S'occuper. S'occuper, tu disais. Comment? Avec d'autres activités qui permettent en tout cas de pouvoir avoir un levier, d'oublier tout ce qui est nouvelle technologie. Ça peut être la lecture, voir des amis, de nouvelles activités. Si tu reçois une notification, du coup, tu fais quoi? Si le téléphone il est rangé quelque part. Du coup, tu caches. Donc en fait, pour toi, c'est dire non. C'est-à-dire faire que en gros, de dire que du coup, supprimer ce qui te rend addict. Alors les notifications, on les met en silencieux. Ouais. Du coup, on n'est pas obligé, on n'a pas de notification intempestive, on n'entend pas le bruit. Donc on ne peut pas savoir qu'on a des notifications, si ce n'est d'aller regarder dans son téléphone. Et si on est occupé, l'esprit est occupé normalement, on ne va pas voir directement le téléphone. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ok. D'autres idées, tu disais, oui. Derrière les lunettes. Désolé, je t'appelle lunettes. Il y avait couper les notifications, mais aussi supprimer certaines applications de la page principale de son téléphone, dans le sens où on déverrouille son téléphone très facilement avec son doigt ou avec son visage, et ensuite on a directement accès en un clic aux applications qui vont justement utiliser notre temps de concentration. Si on les rend plus difficiles d'accès, on peut éventuellement sortir petit à petit de cette boucle. Du coup, tu te forces, littéralement, tu mets une stratégie pour ne pas les utiliser. Ok. Oui. Je sais justement, j'ai du mal à me contrôler, à me dire non. Donc ce que je fais, c'est que chez moi, j'ai pas internet. Ok. C'est radical. Tu viens à Paris? Designer, freelance, c'est bizarre, mais je suis en partage de connexion. Comme ça, à partir du moment où je vais me connecter sur internet, je sais que j'ai une barrière. C'est régulé, ouais. Je retire du crédit sur mon téléphone. Ok. C'est un peu en complément de ça, c'est plus si elle est pas à pas passer d'un état 100% à un état 0%, si elle est petit à petit. Quand tu veux arrêter de boire du coca, tu passes pas direct à l'eau plate, tu fais des boissons un peu moins sucrées, puis après tu passes à l'eau pétillante, puis après tu passes à l'eau normale. Et pour moi, c'est ça, avec les applications en général, c'est se donner effectivement un temps défini, désactiver les notifications. Ça ne veut pas dire que tu te coupes complètement de ton application, tu vas petit à petit, en fait, Alors là, pour le coup, j'ai peur de dire une énorme bêtise, mais il me semble que d'un point de vue neurologique, en fait, c'est des canaux d'information qui sont grands ouverts, parce qu'en fait, du coup, tu as beaucoup d'informations qui circulent sur le fait que tu dois utiliser cette application parce que tu es habitué à utiliser cette application. Et au fur et à mesure de moins l'utiliser, en fait, le canal se rétrécit et petit à petit, en fait, tu te rends compte que tu n'en as pas autant besoin que ce que ton cerveau te le fait penser. Donc en fait, l'idée, c'est pas de passer du 100 à 0, mais de trouver des solutions alternatives.
Alors, l'effet de la réduction, je suis pas sûr. C'est pour ça. Mais par contre, ce que tu viens de décrire, c'est clairement justement ce qu'on disait. En fait, c'est qu'effectivement, c'est vraiment un apprentissage qui se fait. Et il faut savoir que pour chaque apprentissage que vous faites, votre cerveau est modelé selon cet apprentissage. Typiquement, en fait, on a fait une recherche chez les conducteurs de taxi à Londres. Et on s'est rendu compte que les conducteurs de taxi à Londres, en fait, ils ont un hippocampe plus développé. Parce qu'en fait, ça va être la région du cerveau qui va permettre de retenir un peu la map, un peu le Londres, en fait, comment Londres est situé pour pouvoir conduire justement sans forcément avoir besoin de GPS et faire appel à ces capacités-là. Donc en fait, à chaque apprentissage que vous faites, votre cerveau est modulé. Donc effectivement, les canaux, il y a un effet dessus. La réduction sur la réduction de ce comportement, possible aussi, parce qu'en fait, dans les études comportementales qu'on vous a montrées au début, il y a aussi, justement, je vous ai parlé de l'effet de contingence et l'effet de continuité. Donc en fait, le fait que la récompense soit présente ou pas au niveau de la contingence, en fait, moins elle sera présente, et plus en fait le comportement tu vas l'oublier, parce que du coup forcément tu ne vas plus associer ce comportement à cette récompense. Donc oui, je comprends ce que tu veux dire. Voilà. D'autres idées? Moi, personnellement, j'ai arrêté toutes les notifications push. Ok. Et la deuxième chose que j'ai fait, à partir d'un 7 ans, il y a sur l'iPhone la possibilité d'arrêter. C'est ça. Voilà, c'est ça. Ouais, iPhone a développé du coup une fonctionnalité. Oui. Du coup, en fait, premièrement, en fait, on a aussi des données en fait sur notre temps d'écran en général, pour en fait nous faire un peu, nous faire prendre un peu conscience sur. C'est mon téléphone. Ce jour-là, il était 11h16 et j'avais déjà passé 54 minutes sur les réseaux sociaux. C'était pour l'étude, bien sûr. Je me suis sacrifiée. Du coup, l'iPhone du coup, a développé la limitation du temps d'utilisation des applications. En fait, on peut créer une limite de temps sur les applications, notamment Facebook, les réseaux sociaux, les jeux, les divertissements et autres. Et du coup, mettre une sorte de lock, une sorte de verrou digital sur nos applications. En fait, ça marche, j'ai essayé, mais à un moment donné, j'ai voulu absolument y aller, et après, du coup, j'ai fait ignorer la limite. Et après, carrément, j'ai supprimé la limite. Donc, ça marche un temps, mais pas trop. Ensuite, il y a d'autres applications qui existent. Ça est pas mal, elle s'appelle Forest. Quand vous utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, en fait, vous créez une forêt virtuelle. Et une fois que vous utilisez votre téléphone, vous détruisez la forêt. Donc c'est un peu triste. Donc il joue un peu sur les émotions humaines. Et pour pouvoir... Comment ? Et la gamification. Exactement, et la gamification. Du coup, notre envie de vouloir créer quelque chose, un peu comme les Sims. Tout le monde joue aux Sims. Parce que du coup, on veut créer un univers, on va créer... du coup... On a arrêté, ça Donc après Sims 3, on a arrêté. Non, mais c'est bien Sims. Du coup, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose, on veut vouloir créer quelque chose. L'humain a toujours besoin de créer quelque chose. Donc c'est la même chose pour Forest. Tu avais une question Oui. Oui. Pardon. Je voulais demander si vous allez parler d'une application qui s'appelle Habitica, qui utilise je ne sais pas si vous connaissez. Non, je ne la connais pas. C'est une to-do list, un tracker d'habitude qui va utiliser la gamification pour faire perdre des mauvaises habitudes et pour en faire gagner de bonnes et pour lutter aussi contre la procrastination. C'est pour ça qu'il ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment, du coup? Habitica, comme habitude, mais avec... Habitica, ok. Notez, si jamais. On est tous en train de télécharger. Tu veux remettre sur l'article? Demain, bien payante. Alors, du coup, moi, j'avais mis aussi cet article assez intéressant. Donc, au début, en fait, on a fait quand même le parallèle entre une addiction et ce qu'on ressent justement dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc, en fait, on a souvent dans les addictions, en fait, on parle d'abstinence. Et le fait de dire non, en fait, et de justement que ce soit supprimer les notifications, supprimer Instagram, supprimer Facebook, ou comme ça va effectivement bloqué, mais qui au bout du compte en fait ne fonctionne pas forcément tout le temps.
Là, une étude que j'ai trouvée assez intéressante qui permet de donner un moyen de reprendre le contrôle, parce que comme vous avez vu au début, en fait, par rapport au système de récompense, par rapport à la définition de l'addiction et tout ce qu'on a vu, c'est une perte de contrôle en fait. On ne prend plus la décision, c'est quasi compulsif en fait, des choses qu'on a apprises pour avoir ça, et c'est clairement une perte de contrôle. Donc pour pouvoir reprendre ce contrôle-là, ce qu'on a trouvé dans une expérience en fait, c'est qu'il y avait 2 groupes de personnes qui ont vu un film triste, les 2 groupes. Donc l'histoire, si je me souviens bien, c'était une personne qui perdait son père, en gros, très larmoyant, quoi. Et ce qu'on a demandé à un groupe, on a demandé à ce groupe-là de réprimer l'émotion négative, de dire non. De dire, non, en fait, je regarde le film, mais de tout faire justement pour ne pas ressentir et de se dire, non, je ne ressentirai pas cette émotion négative. Et à l'autre groupe, on leur a demandé de penser à ce qu'ils ressentent. Ce qu'on a remarqué justement en faisant une mesure de RP, c'est qu'il y a un pic en fait, qu'on examine souvent qui permet de voir quand une personne a le contrôle. En fait. Ce pic réagit quand on prend le contrôle de quelque chose. Et ce qu'on a remarqué, en fait, c'est que le groupe des personnes qui ont réfléchi à ce qui se passait, en fait, à leurs sentiments et à pourquoi ils ressentent cette émotion négative, ont un pic de contrôle plus important que ceux qui ont dit non. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on vient de faire là, tout de suite. On vient de réfléchir justement à notre consommation sur les réseaux sociaux. On vient de réfléchir un petit peu à comment est-ce qu'on pourrait faire pour arrêter. Et on en a discuté. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on voulait faire dans ce meet-up. Exactement. Du coup, et le positif, du coup, dans tout ça? Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes majoritairement des UX et des designers. Hein, donc si on dit qu'il ne faut plus toucher les applications, vous n'avez plus de travail. Hein. Enfin, mais c'est pas la pizza la... Pardon? C'est pas la pizza la rémunération? La pizza? La pizza. Le positif, c'est ça le positif, la pizza? Ok, d'accord. Je pensais que c'était nous la récompense, mais pas du tout en fait. Non, ok, d'accord. Qui a regardé son téléphone là pour le quiz? Pourquoi oui, non en fait? Alors du coup, c'est tout bête, mais en fait il n'y a pas de... C'est balèque en fait. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ouais, il n'y a pas de mauvaise réponse en fait. Ouais. Oui. Ouais. Alors en fait, c'est positif. Est-ce que c'est positif ou pas les addictions? Oui et non. En fait, en termes d'évolution, l'homme a toujours évolué et a toujours eu des outils à sa disposition pour du coup interagir avec son environnement. Avant, on avait le silex, on avait du coup la fourche pour pouvoir du coup chasser et se nourrir et répondre du coup à nos besoins primaires, récompenses primaires. Maintenant, on a notre téléphone qui nous permet de commander Frishti, du coup, commander Frishti, faire de la méditation, remplir ses papiers administratifs. Et même, du coup, la technologie a permis aussi d'aider certains métiers. Par exemple, DJO, c'est une marque qu'on a chez à l'agence qu'on a aidée. On a créé une application qui permettait du coup aux médecins de prescrire en fait des prothèses et des appareils du coup médicaux. Votre cobaye, tu vois. Le médecin, du coup, avec seulement sa main, une main. Le placement de produit, c'est moche. Non, pas du tout. Du coup, avec seulement une main, permettait du coup de prescrire et de connaître la pathologie de son patient. Et en 3 clics, la règle des 3 clics, de trouver du coup un outil et une mesure médicale pour son patient. Donc du coup, les applications ne sont pas toutes mauvaises et elles ont aussi des côtés positifs. Frishti, ça permet de manger, répondre aux récompenses primaires, c'est très important. Donc FPS aussi. Pour aller plus loin, je voulais vous parler d'un livre qui s'appelle Hooked, qui parle en fait de tout ce qu'on vient de parler. Hooked, dans ce livre-là, on parle des habitudes. Ils disent que les habitudes sont un peu la manière dont le cerveau va du coup interpréter des comportements un peu difficiles. Et dans ce livre-là, il raconte sa propre histoire. Un matin, il se lève, tous les matins, il se lève, il va courir, ensuite il revient à son bureau et il va du coup commencer à traiter ses mails. Mais un matin, il avait un rendez-vous très très tôt avec un autre pays
Donc du coup, il ne peut pas aller courir. Donc il s'est dit, bah, c'est pas grave, j'irai courir l'après-midi. Donc du coup, il est parti courir l'après-midi. Et il habite à New York. Il est parti courir à Central Park. Et du coup, il a commencé à courir. Il a dit bonjour, good morning à quelqu'un, alors qu'il était 20h. Et là, il s'est rendu compte que les habitudes avaient vraiment la peau dure, dans le sens où il a vraiment intégré le bonjour, et tout, intégré beaucoup que le run du matin, la course du matin était liée du coup à ses habitudes du matin et non pas du soir. Ensuite, il est rentré chez lui, il a pris sa douche et il avait envie de travailler. Alors que d'habitude, alors qu'il était genre 22h et qu'il ne pouvait pas travailler, qu'il avait terminé sa journée. Donc du coup, dans ce livre-là, il a commencé comme ça son livre par la course. Je vous rassure, il ne parle pas que de course, il parle beaucoup de produits, c'est-à-dire ce qu'on fait nous en tant que UX designer et product designer au quotidien, créer des produits et créer des habitudes chez nos utilisateurs. Comme toutes les actions qu'on a pu voir aujourd'hui, le swipe, le like, c'était des actions qu'on a au début mis en place et maintenant qui sont devenues des habitudes. Donc c'est exactement ce que dit Nir Eyal dans le livre Hooked. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Des réflexions? Vous cherchez votre récompense, c'est ça? Ouais. C'est juste derrière vous. Alors, bah, vous pouvez aller vous substanter, du coup, et pour manger des pizzas. Substanter, ouais, je crois que j'ai mal employé le mot, c'est ça, ouais. C'est bien ça. Et du coup, bah, merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi. Ouais.